Vous pensez être rationnel, logique, que vos décisions sont le fruit d'une réflexion claire et objective? Et si je vous disais que votre cerveau vous trompe en permanence? Et ce, sans que vous en rendiez compte? Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant et dérangeant des biais cognitifs. Ces petites erreurs mentales qui influencent vos choix, vos opinions et même parfois toute votre vie. Le pire, c'est que tout le monde y est soumis. Vous, moi, vos proches, vos collègues. Et on les utilise tous les jours sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à les repérer, à comprendre comment ils fonctionnent et surtout comment les éviter. Alors, si vous voulez devenir plus lucide, affûter votre esprit critique et ne plus vous faire manipuler par votre propre cerveau, restez avec moi, vous ne verrez plus jamais vos raisonnements de la même manière. Alors, on va essayer de parcourir un peu tous les biais cognitifs dits de jugement, c'est-à-dire ceux qui, comme le nom l'indique, influencent vos décisions, vos jugements. Je n'ai pas la prétention de vous les expliquer vraiment tous, parce que regardez, il y a une fameuse série, mais en tout cas, on va en aborder un maximum. Alors ne vous étonnez pas, s'il y en a certains que vous connaissez et qu'il vous semble que je n'ai pas abordé, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, mais aussi il est fort possible que vous le connaissiez sous un autre nom. Parce qu'en effet, suivant les psychologues, les études, on va pas toujours donner le même nom à chaque cas. Mais en tout cas, donc, je vais essayer d'être le plus complet possible, de vous montrer comment on peut éviter ces biais. Il y en a certains, vous allez voir, c'est automatique, vous comprendrez tout de suite comment les éviter. D'autres, par contre, c'est un petit peu plus subtil. Alors voilà, donc, on est parti pour découvrir tous ces biais cognitifs. Commençons par l'appel à la probabilité. Ce biais qui transforme votre cerveau en casino ambulant. Imaginez que votre météorologue annonce 80% de chances de pluie. Vous sortez avec un parapluie, des bottes et même un ciré, convaincu qu'il va pleuvoir des cordes. En fait, c'est pas parce qu'on annonce 80% de pluie qu'il va pleuvoir. Votre cerveau, lui, va transformer des probabilités en quasi-certitude et vous fait prendre des décisions disproportionnées. C'est comme si vous refusiez de prendre l'avion parce que vous avez lu qu'il y a une chance sur plusieurs millions d'accidents, alors que vous prenez votre voiture tous les jours sans sourciller, malgré un risque statistiquement plus élevé. Cet appel à la probabilité, c'est typiquement ce qu'on appelle les lois de Murphy. Donc les fameuses lois qui disent que si un événement néfaste a des chances de se produire, il va forcément se produire. Du genre, si je ne prends pas mon parapluie, il pleuvra. On a ensuite l'appel à la tradition. C'est clairement le biais de « on a toujours fait comme ça ». Vous connaissez cette phrase magique qui tue l'innovation dans l'œuf. C'est comme si nos ancêtres avaient décidé que parce qu'ils se déplaçaient à cheval, l'automobile était une hérésie. C'est un peu comme si les médecins n'avaient pas dit « on va évoluer », on serait toujours en train de vous soigner avec des saignées. Combien d'entreprises ont coulé parce qu'elles s'accrochaient à leur vieille méthode? Kodak qui refusait le numérique, Blockbuster qui ignorait le streaming, Nokia qui sous-estimait les smartphones. Dans votre vie quotidienne, c'est ce qui vous fait cuisiner exactement comme le faisait votre grand-mère, utiliser les mêmes itinéraires depuis des années, ou refuser d'essayer cette nouvelle application parce que l'ancienne fonctionnait très bien. Car en effet, même si une règle était bonne il y a 100 ans, il faut s'imaginer quand même que la société a changé, et que aussi, peut-être que cette règle vieille de 100 ans n'était pas tout à fait exacte, et qu'on a remarqué maintenant qu'elle était même totalement fausse. C'est ce qui arrive souvent, donc avec certaines traditions, et aussi dans le cadre de certaines pseudosciences. Parfois la tradition a du bon, mais elle ne devrait pas être un argument suffisant pour maintenir une pratique obsolète. Ensuite, l'aversion à la dépossession explique pourquoi votre garage ressemble à un musée d'objets inutiles. Perdre quelque chose nous fait psychologiquement 2 fois plus de mal que le plaisir qu'on ressent à l'acquérir. C'est pourquoi vous gardez ce vieux grille-pain qui ne marche pas, cette pile de magazines que vous ne relirez jamais, ou ces vêtements que vous ne portez plus depuis 2 ou 3 ans, au cas où. Bien sûr, les marketeurs exploitent ce biais de manière exacerbée, et avec un talent diabolique. Offre limitée, dernière chance, stock limité. Ces phrases vont déclencher une panique irrationnelle dans notre cerveau, juste parce que vous pourriez les perdre. C'est comme courir après un bus que vous ne voulez pas prendre, juste parce qu'il est en train de partir. Donc, dans ce cas-là, on accorde plus d'importance à ce qu'on possède que à ce qui n'est pas à nous. Vous pouvez faire le test, par exemple, avec un jeune enfant, il est en train de jouer avec un de ses jouets. Commencer à jouer avec un autre, c'est celui-là qui va vouloir. Parce que pour lui, c'est beaucoup plus important de le posséder. On passe ensuite au biais d'ancrage, qui en fait, lui transforme votre cerveau en navire qui va jeter l'ancre au premier port qu'il rencontre. La première information que vous recevez sur un sujet colore toutes vos perceptions suivantes. C'est le principe du se fier à sa première idée. Dans une négociation, par exemple, celui qui annonce le premier prix a déjà gagné la moitié de la bataille. Si je vous dis qu'une veste coûte 300 €, puis après qu'elle est soldée à 150 €,
vous la trouverez moins chère que si je vous l'avais directement annoncé à 150 €. Votre cerveau va s'ancrer sur ce premier prix et évaluer tout le reste par rapport à lui. C'est exactement ce qui se passe aussi quand vous visitez des appartements. Le premier que vous voyez va influencer votre perception de tous les autres. Certains agents immobiliers connaissent d'ailleurs bien cette technique et vont vous faire visiter l'appartement le moins beau en premier pour que tous les autres vous semblent formidables. Passons au biais d'attribution. C'est celui qui vous transforme en commentateur sportif tout à fait partial. Vous expliquez le succès des autres par la chance, mais leurs échecs par leurs défauts, tout en faisant exactement l'inverse pour vous-même. Votre collègue obtient une promotion, il a eu de la chance. Il connaît quelqu'un où le poste était facile. Quand c'est vous qui l'obtenez, c'est évidemment grâce à votre travail acharné, votre talent et votre mérite. Alors cette espèce d'asymétrie déforme complètement votre perception des relations humaines et peut créer des ressentiments injustifiés. C'est comme regarder un match de foot avec des lunettes colorées, votre équipe joue toujours mieux que les adversaires, même si le score dit le contraire. On a également le biais d'attribution hostile, qui va transformer votre cerveau en détecteur de matière hypersensible. Vous interprétez les actions neutres comme des attaques personnelles. Votre patron ne vous dit pas bonjour le matin, il vous en veut forcément. Votre ami a mis du temps à répondre à votre message, il vous ignore délibérément. Cette serveuse vous a apporté un café froid, elle l'a fait exprès pour vous embêter. En réalité, votre patron était peut-être préoccupé par une réunion importante, votre ami était en réunion, et la serveuse jongle avec 15 tables simultanément. Cette tendance empoisonne les relations en voyant des conflits là où il n'y en a pas. C'est comme porter des lunettes qui transforment tout le monde en ennemi potentiel. Alors, si vous appréciez cette plongée dans les mystères du cerveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, ce qui vous permettra de ne rater aucune des analyses sur la psychologie humaine. Passons alors au biais d'autocomplaisance. Lui, il vous transforme en héros de votre propre histoire. Vous attribuez vos succès à votre qualité personnelle et vos échecs à des facteurs externes. Vous avez réussi votre examen de conduite, c'est grâce à votre talent naturel et à vos heures de révision. Vous l'avez raté, l'examinateur était de mauvaise humeur et les questions étaient piégeuses. Cette tendance nous empêche d'apprendre de nos erreurs et de progresser réellement. C'est comme avoir un miroir déformant qui vous montre toujours sous le meilleur jour. C'est confortable, mais pas très utile pour vous améliorer. Et un cas vraiment typique, c'est aussi comme dans le cas du permis de conduire, c'est un étudiant. S'il réussit son examen, formidable, c'est parce qu'il a bien étudié, il est tout content de lui. S'il a raté, c'est la faute du prof, les questions étaient mal posées, ou il n'a pas vu ça de la même manière au cours, etc. Je crois que vous avez sans doute déjà entendu ça un fameux paquet de fois. Il y a ensuite le biais d'automatisation, qui vous fait déléguer votre cerveau aux machines. Vous suivez religieusement votre GPS, même quand il vous emmène dans un lac. Vous acceptez aveuglément les recommandations de Netflix, même si vous finissez finalement par regarder des documentaires sur la reproduction des escargots. Et vous faites confiance au correcteur automatique, même quand il transforme des bisous en bisons. Et bien sûr, depuis l'avènement de l'IA, faire confiance à des outils tels que ChatGPT et autres, ça ne fait qu'exacerber ce biais évidemment, puisqu'on fait de plus en plus confiance aux réponses fournies par la machine. Cette confiance de la technologie peut vous amener à des décisions absurdes. C'est un peu comme si vous engagiez un majordome qui range vos chaussettes dans le frigo. C'est moderne, mais c'est pas très pratique. Passons au biais d'engagement. Lui, il vous pousse à persister dans une décision, même quand elle se révèle catastrophique. Vous avez investi 2 heures dans un film ennuyeux, vous allez le regarder jusqu'au bout quand même, parce que vous avez déjà investi du temps. Vous avez dépensé 1 000 € pour faire réparer votre vieille voiture, vous continuez à la réparer plutôt que d'en acheter une autre, même si vous pourriez économiser de l'argent. C'est comme continuer à creuser un trou que vous avez commencé, même si vous vous dirigez vers les égouts. Et cette logique de coût irrécupérable vous fait vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Ensuite, nous avons le biais d'équiprobabilité, qui vous fait croire que tous les résultats possibles ont la même chance de se produire. Et ça peut fonctionner dans les deux sens. Par exemple, au loto, vous allez penser que la combinaison 1, 2, 3, 4, 5, 6 a moins de chances de sortir que 7, 13, 42, 23, 32. Alors que mathématiquement, ces deux séquences sont strictement équivalentes. Votre cerveau trouve la première trop logique pour être vraie, et la seconde plus aléatoire. C'est comme croire que tomber sur pile 5 fois de suite rend face plus probable au 6e lancer. C'est tout à fait faux. Chaque tirage est indépendant des précédents. Mais votre cerveau va chercher des patterns partout. Donc lui, il va estimer que les chances sont relativement les mêmes, quelle que soit la répartition. Par exemple, vous jetez 2 dés, vous dites donc que vous aurez une somme qui va de 2 à 12, et vous dites, tiens, on a autant de chances d'avoir chaque nombre.
Eh ben non. Pour avoir 2, vous n'avez qu'une seule chance. Il faut avoir un double 1. Pour avoir 12, c'est pareil. Il faut avoir un double 6. Donc vous n'avez qu'une chance. Par contre, 7, c'est quand même 6 plus 1, 5 plus 2, 4 plus 3. Donc vous avez beaucoup plus de chances d'avoir 7. Mais inconsciemment, le cerveau va penser que, plus ou moins, tout est bien réparti et tout est justement équiprobable. Passons ensuite au biais d'immunité à l'erreur. Lui, il vous fait croire que vous êtes moins susceptible de faire des erreurs que les autres. Vous regardez quelqu'un se faire avoir par une arnaque au téléphone et vous pensez « moi je ne serai jamais tombé dans le panneau ». Vous voyez un automobiliste faire une erreur et vous vous dites « moi je ne conduis pas comme ça ». Cette confiance excessive vous rend ironiquement plus vulnérable aux manipulations et aux erreurs. Vous croyez tellement que vous n'allez pas tomber dans le panneau que vous allez y tomber. C'est un peu comme se croire immunisé contre les virus parce qu'on n'a jamais été malade. C'est faux et c'est dangereux. Le biais d'intentionnalité. Lui, il vous fait voir des intentions là où il n'y en a pas. C'est clairement la théorie du complot. Votre ordinateur plante au moment où vous terminez un rapport important. Il le fait exprès pour vous embêter. Il pleut le jour de votre mariage. L'univers conspire contre vous. Votre toast tombe toujours du côté beurré. Les lois de la physique vous en veulent personnellement. Cette tendance à personnifier des événements aléatoires crée un stress inutile et vous fait perdre de vue les vraies causes du problème. C'est comme accuser votre réveil de malveillance quand vous vous levez en retard. Et donc, là, typiquement, c'est la théorie du complot. C'est des gens qui voient de mauvaises intentions derrière tous les événements qui peuvent se produire dans leur vie ou dans la société. Quant au biais de normalité, lui, il vous fait sous-estimer la probabilité d'événements exceptionnels. Vous ne préparez pas de kit de survie parce que les catastrophes naturelles, ça n'arrive qu'aux autres. Vous ne sauvegardez pas vos fichiers parce que les pannes d'ordinateur, c'est rare. Vous ne souscrivez pas d'assurance parce que les accidents, ça n'arrive qu'aux imprudents. C'est un manque de préparation devant un événement qui peut être particulièrement néfaste et vous n'y faites pas attention malgré les signes avant-coureurs qu'il y a beaucoup de chances que ça commence à arriver. On pourrait citer des paquets de cam, les habitants de Pompéi qui n'ont pas évacué la ville alors qu'il y avait méchamment des signes avant-coureurs que le Vésuve allait exploser, les habitants de la Nouvelle-Orléans qui n'ont pas voulu évacuer quand l'ouragan Katrina est arrivé, et une grande partie du personnel de la centrale de Fukushima qui est encore en train de discuter alors que le réacteur allait entrer en fusion. Cette illusion de sécurité peut évidemment avoir des conséquences dramatiques quand ce fameux imprévu se produit. C'est comme fermer les yeux en traversant la rue. Le danger ne disparaît pas parce que vous ne le voyez pas. Voici alors le biais de présentisme. Lui, il vous fait surévaluer l'importance des gens qui sont physiquement présents. En réunion, vous donnez plus de poids aux opinions de ceux qui sont dans la salle qu'à celles envoyées par mail ou par visioconférence. Cette tendance, évidemment, va défavoriser le télétravail et les collaborateurs à distance, même si leurs idées sont excellentes. C'est comme croire que la voix la plus forte a forcément raison. Impressionnant, mais pas nécessairement pertinent. Le biais de proportionnalité vous fait croire que les gros effets ont de grosses causes. Un petit virus de quelques nanomètres ne peut pas paralyser l'économie mondiale. Un homme seul ne peut pas déclencher une guerre. Un petit détail ne peut pas faire chuter une grande entreprise. Cette recherche de proportionnalité vous empêche de comprendre la complexité du monde. Et, bien sûr, l'effet papillon. C'est comme croire qu'une avalanche ne peut pas commencer avec un petit flocon. Sous-estimer les petites causes peut avoir de gros effets. C'est aussi en fait ce qui se passe quand il y a une observation plus importante d'un certain phénomène. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'occurrences de ce phénomène. C'est pas nécessairement vrai. C'est peut-être tout simplement que les outils à disposition maintenant sont beaucoup plus performants et permettent de les détecter beaucoup plus facilement. Vous allez vous dire qu'il y a beaucoup plus d'incendies de forêt à l'époque actuelle. Oui, mais à l'époque actuelle, où on est hyper informé de tout, il y a un incendie au Bangladesh, vous allez le savoir. Alors qu'il y a 10-15 ans d'ici, vous n'en auriez jamais entendu parler. On a ensuite le biais de statu quo, qui vous fait préférer que les choses restent comme elles sont. Changer de banque vous semble trop compliqué, même si la nouvelle offre de nombreux avantages. Déménager vous paraît insurmontable, même si vous n'êtes pas heureux dans votre logement habituel. Changer de travail vous angoisse, même quand vous vous ennuyez à votre poste. Cette résistance au changement, parce que c'est bien comme ça qu'on l'appelle, vous fait rater des opportunités et vous maintient dans des situations embarrassantes. C'est comme rester dans un bain qui refroidit, parce que sortir demande un effort. Donc, on peut mettre comme synonyme au biais de statu quo la fameuse expression de résistance au changement. Je suis très bien comme ça, même si ça ne me plaît pas, je veux pas que ça change. Nous avons le biais égocentrique qui vous fait croire que vous contribuez plus au succès collectif que vous ne le faites réellement. Dans un projet d'équipe, vous pensez avoir fait 60% du travail. Ouais,
Le problème, c'est que vos 3 collègues, eux aussi, pensent avoir fait 60% du travail, ce qui est un peu mathématiquement impossible, mais psychologiquement universel. Cette surestimation de vos contributions crée des tensions et des incompréhensions. C'est comme les membres d'un groupe de musique qui pensent chacun être le leader de la formation. Ça peut marcher, mais ça risque de créer des frictions. Nous avons le biais rétrospectif, où est fait « je le savais depuis le début ». Lui, il vous fait croire que vous aviez prévu des événements que vous n'aviez pas du tout anticipés, en fait. Après un krach boursier, vous vous souvenez avoir eu des doutes sur le marché, alors que vous étiez optimiste à la veille. Après une rupture, vous vous rappelez avoir senti que quelque chose n'allait pas marcher, alors que vous étiez amoureux. C'est une réécriture inconsciente du passé qui vous empêche de voir les vraies leçons de vos erreurs. C'est comme prétendre avoir prévu la météo, mais après avoir regardé par la fenêtre. Le gros danger, donc évidemment, c'est de dire que vous l'aviez senti et en fait de ne pas avoir marqué l'erreur que vous avez pu faire. Alors la corrélation illusoire, elle vous fait voir des liens entre les événements qui n'ont aucun rapport entre eux. Vous portez votre maillot porte-bonheur pendant les matchs de votre équipe, convaincu que ça va influencer le résultat. Vous évitez de passer sous les échelles, vous cherchez des trèfles à 4 feuilles. Alors évidemment, cette tendance à créer des liens imaginaires est forcément exploitée par les superstitions et par les pseudosciences. C'est comme croire que votre humeur influence la météo. Flatteur pour votre ego, mais complètement faux. Donc la corrélation illusoire, c'est faire en sorte qu'il y ait un lien entre 2 événements alors qu'ils n'ont absolument aucun rapport entre eux. C'est votre cerveau qui l'imagine. La croyance en un monde plus juste vous fait penser que les gens ont généralement ce qu'ils méritent. Si quelqu'un est pauvre, c'est qu'il ne fait pas assez d'efforts. Si quelqu'un est riche, c'est qu'il le mérite. Si quelqu'un est malade, c'est qu'il n'a pas fait suffisamment attention à sa santé. Ce qu'on peut d'ailleurs rencontrer le plus souvent dans ce genre de biais, c'est « Ah, il a fait quelque chose de mal, tôt ou tard il va le payer ». Ouf, c'est gentil de le dire, mais c'est pas certain. Et ce genre de phrases, à mon avis, vous devez en voir des milliers sur les réseaux sociaux. Tu vas voir, un jour, il recevra la monnaie de sa pièce, etc. Mais ouais, peut-être, mais il n'y a pas vraiment de rapport. Cette croyance en un monde plus juste dit que si quelqu'un a posé une bonne action, le résultat lui sera favorable. Si quelqu'un a fait une mauvaise action, ça lui sera néfaste. Pas garanti. Car en effet, c'est une vision simpliste qui ignore la complexité des parcours individuels, le rôle du hasard, etc. C'est comme croire que la vie est un examen parfaitement équitable, où chacun a les mêmes chances. C'est rassurant, mais c'est quand même un petit peu naïf. L'effet d'ambiguïté vous fait éviter les situations où vous ne connaissez pas les probabilités exactes. Vous préférez un risque connu à un risque inconnu, même si le second pourrait être plus avantageux. Vous allez choisir un investissement qui rapporte 3% garanti, plutôt qu'un autre qui pourrait rapporter entre 1 et 8%, même si les chances sont en votre faveur. Cette aversion pour l'incertitude vous fait rater des opportunités. C'est comme refuser de goûter un plat inconnu dans un restaurant pour rater peut-être votre future spécialité préférée. C'est clairement ce qu'on appelle l'aversion pour le risque. Vous n'êtes pas certain de la probabilité que cet événement-là se produise, alors vous allez choisir celui où vous êtes beaucoup plus sûr que ça se produise, même s'il est beaucoup plus défavorable que l'autre. L'effet de halo. Lui, vous fait généraliser une qualité à tous les aspects d'une personne ou d'un produit. Une entreprise fait de beaux produits, la gestion doit être excellente, ses employés heureux et sa stratégie parfaite. Une personne est belle, elle doit être intelligente, drôle et gentille. Un restaurant a une belle décoration, la cuisine doit être délicieuse. C'est une simplification où on part d'une qualité particulière à une personne pour la transposer à sa personnalité entière. C'est une simplification, évidemment, qui va déformer votre jugement et vous fait prendre des décisions basées sur des apparences. C'est comme juger un livre uniquement par sa couverture. Parfois ça marche, souvent ça trompe. L'effet de simple exposition vous fait préférer automatiquement ce qui vous est familier. Vous finissez par aimer une chanson après l'avoir entendue plusieurs fois, même si elle vous agaçait au début. Sans le vécu, hein? Vous faites plus confiance à une marque connue plutôt qu'à une inconnue, mais potentiellement meilleure. Cette préférence pour le familier peut vous fermer à la nouveauté et vous faire rater des découvertes. C'est comme toujours commander la même chose dans un restaurant. C'est sûr, c'est rassurant, mais c'est pas très aventureux. Et c'est typiquement le cas de la publicité. On va vous matraquer avec des infos, toujours la même, jusqu'à ce que vous finissiez par apprécier, ou jusqu'à ce que, si vous avez besoin d'un matériel similaire à celui de la pub, ben vous allez prendre celui de la pub parce que vous l'avez vu 150 fois, sans vous tracasser de savoir est-ce qu'il n'y a pas meilleur sur le marché. On va maintenant parler de l'effet Ikea. Ouais, ça existe l'effet Ikea, ouais. Cet effet, en fait, vous fait surévaluer
ce que vous avez vous-même construit ou monté. Votre gâteau fait maison semble plus délicieux que celui du pâtissier professionnel. Votre étagère montée paraît plus belle que celle qui est dans le magasin. Votre présentation PowerPoint est méchamment plus géniale que celle créée par le collègue. C'est un peu une fierté du fait soi-même qui biaise un peu le jugement objectif. C'est comme trouver votre enfant plus beau que tous les autres. Et ça, c'est clair que ça arrive tout le temps. C'est normal et c'est touchant, mais c'est pas très objectif. C'est comme tous les parents qui appellent leur fille « ma princesse ». Waouh, la royauté a encore pas mal de beaux jours devant elle. On passe alors à l'effet « moins, c'est mieux ». Cet effet vous fait préférer une option objectivement inférieure si elle semble plus cohérente. Par exemple, vous allez choisir un set de 24 couverts, tous en parfait état, plutôt qu'un set de 40 couverts, dont 9 sont légèrement abîmés. Alors pourtant, au final, avec la deuxième option, vous obtiendrez 31 couverts au lieu de 24. Mais votre cerveau préfère la cohérence à la quantité. C'est comme préférer une petite pizza entière plutôt qu'une grosse pizza mais avec une part en moins. Ou une coupe de glace de moindre qualité mais beaucoup plus remplie. C'est logique émotionnellement, mais pas vraiment mathématiquement. Alors on va parler de l'effet Stroop maintenant. Oui, c'est un nom un peu bizarre, mais quand je vais vous en parler, je suis persuadé que vous avez sans doute déjà vu ce petit test. Vous voyez, essayez donc de dire rapidement la couleur de ces mots: rouge écrit en vert, bleu écrit en jaune, vert écrit en rouge. Votre cerveau a du mal à ignorer le sens du mot pour se concentrer uniquement sur sa couleur. L'effet Stroop, c'est donc quand il y a une interférence entre différentes informations qui entrent en conflit. Là, vous avez le mot tel qu'il est écrit, mais dans une autre couleur de ce qu'il signifie. Il va donc avoir vraiment une interférence entre deux informations, dont une est inutile. Si on vous dit de lire le mot, peu importe sa couleur. Mais inconsciemment, votre cerveau, lui, va être un peu perturbé par ce mélange d'informations qui vient un peu en contradictoire. Alors forcément, cette interférence, elle affecte votre attention et votre performance dans de nombreuses situations quotidiennes. C'est un peu comme essayer d'écouter deux conversations simultanément. En théorie, c'est possible, mais c'est pas facile. On parle maintenant de l'effet râteau, qui lui vous fait chercher des solutions plutôt que là où elles se trouvent probablement. Vous cherchez vos clés perdues sous le lampadaire parce qu'il y a de la lumière, mais pas parce que c'est là que vous les avez laissées. Vous posez à Google des questions simples sur des sujets complexes plutôt que de faire effectivement des recherches approfondies. Cette tendance à prendre le chemin de la facilité vous fait perdre du temps et de l'efficacité. C'est comme chercher l'inspiration au fond d'une bouteille. C'est accessible, mais c'est pas très productif. Cet effet vous fait aussi croire que le hasard est beaucoup mieux réparti que ce qu'il n'est vraiment. Pour l'illusion de fréquence, ce biais va vous faire remarquer partout quelque chose dont vous venez d'entendre parler. Vous découvrez une nouvelle marque de voiture, et soudain, vous la voyez dans chaque rue. Vous apprenez un nouveau mot, et vous l'entendez 3 fois dans la même journée. Pourtant, leur fréquence réelle n'a pas changé. C'est juste que votre attention s'est focalisée dessus. C'est comme porter des lunettes rouges et découvrir que le monde est plein de rouge. Votre perception change, pas la réalité. L'erreur fondamentale d'attribution vous fait expliquer le comportement des autres par leur personnalité et la vôtre par les circonstances. Quelqu'un arrive en retard à un rendez-vous, il est mal organisé et irresponsable. Vous arrivez en retard, il y avait des embouteillages exceptionnels et votre réveil n'a pas sonné. C'est une asymétrie qui va créer des malentendus et des jugements injustes dans les relations. C'est comme avoir 2 poids 2 mesures, un pour vous et un pour les autres. L'illusion de savoir vous fait croire que vous comprenez mieux les choses que vous ne le faites réellement. Vous pensez savoir parfaitement comment fonctionne un réfrigérateur, une démocratie ou l'économie, jusqu'à ce qu'on vous demande de l'expliquer clairement. Cette confiance excessive dans vos connaissances peut vous mener à des erreurs de jugement importantes. C'est comme se croire expert en cuisine parce qu'on sait faire cuire des pâtes. C'est un peu présomptueux. Quant à l'illusion de transparence, elle vous fait croire que vos pensées et vos émotions sont plus visibles aux autres qu'elles ne le sont en réalité. Vous pensez que tout le monde remarque votre nervosité lors d'une présentation, alors que l'audience ne s'aperçoit de rien. A contrario, l'illusion de connaissances asymétriques vous fait croire que vous en savez plus sur les autres que ce qu'ils n'en savent sur vous. Ces deux illusions vont déformer votre perception des interactions sociales. C'est comme croire que vous portez vos émotions sur le front. C'est anxiogène et c'est généralement faux. Parlons maintenant de la loi de l'instrument ou du marteau de Maslow. Ce biais vous fait utiliser des outils que vous connaissez, même quand ils ne sont pas du tout adaptés à la situation. Quand tout ce qu'on a c'est un marteau, tout ressemble à un clou. Vous utilisez Excel pour tout, même pour faire des présentations. Vous résolvez tous les conflits de la même manière, même quand la situation demande une approche différente. Cette tendance limite votre créativité et votre efficacité.
c'est comme utiliser un tournevis pour planter un clou. Ça peut marcher, mais c'est pas vraiment optimal. Le sophisme génétique vous fait juger une idée uniquement en fonction de son origine plutôt que de sa valeur intrinsèque. Je m'explique. Une proposition vient de votre rival de travail, elle doit être forcément mauvaise. Une suggestion émane de votre collègue que vous n'aimez pas, elle ne peut pas être bonne. Cette attitude vous empêche d'évaluer objectivement les idées et peut vous faire rater d'excellentes opportunités. C'est comme refuser un conseil parce qu'il provient de quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est orgueilleux et contre-productif. Ce biais porte un autre nom, on appelle ça le reductio ad personam, le fait que dans une négociation, vous allez donner plus d'importance à la personne elle-même qu'à ses propos. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce reductio ad personam, ainsi que sur d'autres déformations dans la négociation, vous pouvez aller voir cette vidéo que j'ai faite sur le point Godwin, où je vous explique le point Godwin, mais également 3 autres distorsions des conversations, dont le reductio ad personam. Enfin, parlons de la supériorité illusoire, qui vous fait croire que vous êtes au-dessus de la moyenne dans la plupart des domaines. 93% des automobilistes se considèrent comme de meilleurs conducteurs que la moyenne, ce qui est mathématiquement impossible. Vous pensez être plus drôle, plus intelligent, plus honnête que la moyenne des gens. Vous savez bien, c'est toujours la faute des autres. Moi, je suis gentil, je suis honnête, c'est les autres qui sont méchants, hypocrites, etc. Et cette confiance excessive peut vous mener à prendre des risques inconsidérés et à sous-estimer les défis. C'est comme se croire invincible, c'est motivant à court terme, c'est dangereux à long terme. Alors voilà, on a fait le tour un peu des principaux biais cognitifs, il y en a encore beaucoup d'autres, et d'ailleurs, peut-être que si vous vous renseignez plus sur le sujet, vous verrez que, suivant les articles, ils portent d'autres noms, mais à la rigueur, les noms, on s'en fout un peu. L'important, c'est ce qu'ils apportent, ou plutôt ce qu'ils n'apportent pas. Comme je dis, il y en a encore un paquet d'autres, Voilà la carte de ceux qui sont recensés, c'est un petit peu beaucoup, surtout qu'il y en a certains qui se chevauchent, qui se ressemblent beaucoup. Voilà, ici j'ai choisi les principaux pour vous montrer ceux auxquels on est le plus confronté en général. Et cependant, il y en a 2 dont je n'ai pas parlé qui pourtant sont très importants. C'est l'effet Dunning-Kruger et le biais de confirmation. Parce que ces 2 biais sont plus complexes et demanderaient une vidéo à eux seuls. Et ça tombe bien, parce que les vidéos je les ai déjà faites. Et vous pourrez donc retrouver ces vidéos dans la description et également à la fin de la vidéo. Donc pour faire simple, le biais de confirmation, c'est ce qui fait en sorte que vous allez accorder beaucoup plus d'importance aux informations qui vont dans votre sens et que vous allez minimiser celles qui vont à l'opposé de votre opinion. Et ça, réfléchissez bien, je suis persuadé que vous voyez ça très très régulièrement chez bon nombre de vos amis, votre famille, vos connaissances, etc. Quant à l'effet de Dunning-Kruger, ça aussi je suis sûr que vous l'avez souvent remarqué, c'est ce qui explique que les gens sont des spécialistes en tout. On le voit quand très récemment, c'est des gens qui sont spécialistes en virus, puis 15 jours après ils sont spécialistes en géopolitique mondiale, et puis 15 jours après ils sont spécialistes en football. Et cet effet explique donc le cheminement de ces gens qui pensent qu'ils sont spécialistes en tout. Donc voilà, je vous conseille fortement de consulter ces 2 vidéos. Mais maintenant que vous connaissez ces pièges mentaux, comment les éviter? Première stratégie, pratiquer la pensée lente, recommandée par le prix Nobel Daniel Kahneman. Au lieu de prendre des décisions impulsives, prenez consciemment une pause, respirez et réfléchissez aux biais qui pourraient influencer votre jugement. Deuxième technique, recherchez activement les preuves qui contredisent vos premières impressions. Si vous pensez qu'une idée est géniale, forcez-vous à rechercher ses défauts. Troisième méthode, travaillez en équipe pour gagner en objectivité. Les autres voient souvent nos angles morts plus facilement que nous. Quatrième approche, tenez un journal de vos décisions importantes et relisez-les régulièrement pour identifier vos patterns de biais récurrents. Cinquième technique, cultivez l'humilité intellectuelle en admettant que vous pourriez vous tromper. L'objectif n'est pas de devenir un robot parfaitement rationnel, ce serait impossible et probablement ennuyeux. Ces biais font partie de notre humanité et peuvent même parfois nous être utiles. L'idée est simplement d'en être conscient, ce qui est votre cas maintenant, pour pouvoir exercer votre libre arbitre quand c'est important. Connaître ces mécanismes vous donne le pouvoir de choisir quand leur faire confiance et quand prendre du recul. Votre cerveau est un outil fantastique, mais comme tout outil, il a ses limites et ses défauts. Maintenant que vous les connaissez, vous pouvez les utiliser à votre avantage. Observez-vous dans votre quotidien et vous serez surpris de découvrir à quel point ces biais influencent vos choix. Et surtout, soyez indulgents avec vous-même, nous sommes tous victimes de ces pièges mentaux, c'est ce qui nous rend humains. Alors, dans quel biais est-ce que vous reconnaissez le plus ?
N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si vous voulez en savoir plus, et donc je vous rappelle, si vous voulez plonger plus loin dans deux effets qui sont particulièrement intéressants, qui complètent vraiment bien ce qu'on vient de voir aujourd'hui, et ce sont certainement les deux que vous allez rencontrer le plus souvent dans votre vie quotidienne, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans votre travail, dans votre famille, chez vos amis, ces deux effets, l'effet Dunning-Kruger et le biais de confirmation, vous allez voir, dès que vous les aurez découverts, vous comprendrez pas mal de choses sur les comportements des gens autour de vous.